Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis AZK Crypto et ce soir on va parler de DeFi. Pas mal de petits sujets au début et le gros sujet du live ça va être Uniswap V3 et aussi comment on peut parier à la hausse en restant sur la DeFi. Sur la rediffusion, vous avez les chapitres pour accéder à la partie de la vidéo qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à les utiliser. Et allez, on lâche son like pour le référencement et on commence. Je pense que j'ai été trop agressif sur la fin. On perd pas de temps, on commence par les petites news. Alors, personnellement, je l'ai vu passer, j'en ai entendu parler, je me souviens qu'à moitié de ce qu'il y a là-dedans, mais en gros, il y a deux amendements qui ont été proposés, qui seront votés aujourd'hui, qui ont été votés du coup j'imagine. Ça m'étonnerait qu'ils fassent des votes après 20h à l'Assemblée nationale. Et notamment dedans, il y avait un agrément PSAN obligatoire. Et si je me souviens bien, pour l'instant, il y a plein d'entreprises qui sont PSAN en France, mais elles n'ont pas l'agrément. Je sais plus comment on appelle ça quand on est avant l'agrément, parce qu'en gros c'est pas possible d'avoir l'agrément PSAN, et ce serait vraiment un frein. Pour l'instant, en tout cas, vu comment c'est foutu, ce serait un peu un frein que toutes les boîtes en France dans les cryptos devraient avoir l'agrément PSAN. Bref, on verra comment ça va se passer. Généralement, ce genre de truc, ça fait un petit peu peur sur le papier, mais je sais pas, jusqu'ici, je suis pas trop inquiété, donc on verra. Le FBI confirme que Lazarus Group est APT38. Donc Lazarus Group, c'est le groupe de hackers nord-coréens, si je me trompe pas. Ils sont responsables du hack à 100 millions de dollars d'Harmony. Il y a souvent des gros hacks comme ça sur la DeFi. Enfin, souvent, j'abuse un petit peu, je grossis un peu le trait, mais il y a des gros hacks sur la DeFi, mais parfois, les fonds sont volés mais ne bougent pas parce que c'est hyper difficile de blanchir de l'argent qui a été volé sur la DeFi, vu que quand on vole de l'argent sur Ethereum, toutes les transactions sont publiques, donc c'est pas facile de blanchir ce qu'on fait. Alors oui, il y a Tornado Cash, etc. Mais c'est pas suffisant. Parce que il me semble que c'était le hack de Ronin Bridge où ça a été vraiment analysé et tout par des boîtes dont c'est le métier. Et on a retrouvé très clairement ce qu'ils essayaient de faire avec les Ethereum qui ont été volés sur ce bridge. Uniswap va se déployer sur la Binance Smart Chain. Alors, c'est pas encore fait, donc je ne l'affirme pas, mais il y a visiblement eu un vote de gouvernance pour oui ou non on déploie Uniswap sur la Binance Smart Chain. Je sais pas pourquoi, mais il me semble, j'ai pas été vérifié, mais il me semble que c'est pas la première fois qu'il y a un vote par rapport à ça. Adieu PancakeSwap, je ne sais pas. PancakeSwap c'est quand même huge, et au pire, ils sont sur Aptos. Ouais, bon on verra bien pour Uniswap. Est-ce que ça va détrôner PancakeSwap? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même un mastodonte Uniswap sur la plupart des blockchains où il est. Donc on verra, ça va être intéressant s'il se déploie sur la Binance Smart Chain. Bon, j'ai pas été vérifié sur le forum de gouvernance d'Uniswap si c'était bien un vote qui a été fait, parce que Sizi il a parlé d'un pôle, donc un sondage, visiblement. Pôle pour moi ça veut dire sondage en français. Comment il le traduit? Ouais, un sondage Uniswap. Après, peut-être que c'est mal traduit ou qu'en anglais ils ont pas assez de mots pour faire une nuance entre sondage et vote de gouvernance. Bon, une petite news encore sur Twitter, c'est la collection de NFT de Porsche qui ne se vend pas. Ah, c'est triste. Ils étaient vendus au prix de 0,911 ETH. Alors, la petite référence est sympathique, mais ça fait cher une image de Porsche. Après, généralement, les gens qui ont des Porsche, ils ont quand même un petit peu de sous-sous. Mais est-ce qu'il y a vraiment 7500 personnes qui ont envie d'un NFT Porsche? Est-ce qu'il y a 7500 personnes qui sont fans de Porsche et qui sont dans les cryptos et encore plus précisément dans les NFT? Je ne sais pas. Et qui ont un Ether à mettre là-dedans? Je ne sais pas non plus. En tout cas, c'est triste, c'est dommage pour eux. Bon, après, il n'y a pas forcément que des fans de Porsche qui peuvent acheter des NFT, mais voilà. 20% des NFT ont été mintés. C'est pas ouf. Alors, ça a été posté ce matin. Donc, j'ose espérer que ça s'est un petit peu amélioré dans la journée, qu'ils sont à 21% maintenant, mais c'est pas trop ça. Et dernier petit tweet que j'ai gardé. Alors, la semaine dernière, j'avais flex un petit peu, mais je me souviens que j'avais commencé à me positionner sur certains alts le 17 décembre 2022. Je me souviens, on était monté un petit peu sur BTC, genre vers 17-18 000, on est redescendu. Et là, je me suis dit, oh là, je sais pas, j'ai eu un éclair de divination et j'ai commencé à investir un petit peu sur les alts, mais voilà, j'ai quand même le FOMO, je sens que le train est parti un peu sans moi, c'est pas grave, c'est la vie, on aura tout le temps qu'on veut. Alpha Capital, magnifique. Alors il n'y a pas beaucoup d'argent dessus, et pour la science j'ai mis 5 matiques pour voir si c'était bien une arnaque. C'est bien une arnaque, et c'est pas le seul projet en fait que j'ai vu
qui fonctionnaient comme ça. Il y en a plusieurs qui fonctionnent exactement de la même façon avec les mêmes cryptos, donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'argent dessus, mais si jamais vous voyez un truc similaire, faites attention, ça sent vraiment pas bon. Alors, Alpha Capital, c'est très simple, ça vous, le but du projet, c'est de déposer du Matic, du BUSD, du BNB, de l'USDC. Il y a peut-être des copies de ce truc avec d'autres cryptos, on s'en fout. Et si je me souviens bien, ça vous donne 1% d'intérêt par jour. Alors super, déjà le profit par jour, il est même plus affiché, donc je suis même pas sûr qu'ils fassent encore tourner leur site, enfin j'en sais rien. Bref. Enfin, le rendement voulu, c'est 1% par jour. Là, on l'a ici, le average daily return, 1%. 1% par jour, c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable comme rendement, mais évidemment, c'est une arnaque. Alors déjà, moi, j'ai déposé 5 Matic, et il y a eu 5% de... Attendez, non, 5%? Ouais, 5% de frais de dépôt, c'est-à-dire que maintenant, je fais des intérêts que sur 4,75 Matic. Vous déposez 5 Matic, il n'y a pas précisé qu'il y a des frais de retrait, il y en a quand même, c'est bizarre. Et surtout, il y a un bouton stake, vous voyez, mais il n'y a pas de bouton unstake. Je crois quand même qu'il y a quelques rares protocoles qui vous proposent le bouton withdraw unstake après que vous ayez déposé des cryptos. Là, pour la science, j'avais déposé des cryptos sur Alpha Capital sur une adresse perso, il n'y a pas de bouton unstake. Il n'y a qu'un bouton claim rewards. Donc, on se dit, ok, c'est pas grave, on dépose 5 Matic, mais on fait 1% par jour. C'est incroyable, 1% par jour. Donc, en 100 jours, donc 100 jours divisé par 30, en un peu plus de 3 mois, allez, on va dire en 3 mois et demi, au pire, on a récupéré notre mise. Et au bout de 4 mois, c'est bon, on a déjà un peu des intérêts. Sur le papier, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais ça fait genre 2 semaines que j'ai déposé mes Matic, ils m'ont fait 0,09 Matic d'intérêt, et ça s'arrête, ça bouge plus. Alors, sur D-Bank, j'avais vu d'autres projets qui étaient similaires à Alpha Capital. Il y avait Yield Robot official, attention. Il y a un point en commun aussi avec tous ces projets de merde, c'est que quand on est sur D-Bank, on peut voir les adresses qui sont sur ce projet et on voit qu'il y a un point en commun à chaque fois, c'est qu'il y a rarement une adresse qui est taguée par D-Bank. Sur D-Bank, on peut créer un ID, un identifiant. Alors c'est maintenant, je crois que tout le monde peut le faire, mais avant c'était que les plus grosses adresses. Et vous allez sur tous les protocoles de confiance, il y a des ID sur le top 100. Il y en a forcément un. Et là, il n'y en a pas un seul. Il n'y a que des adresses bizarres avec pas beaucoup d'argent. Non, Liquid Driver, je sais que c'est pas une arnaque. Il y a la même valeur quasiment. Vous voyez, déjà il y a 2 adresses avec des ID, il y en a une qui a 21%. Souvent sur les projets qui ont que quelques millions, il y a toujours des adresses qui ont beaucoup de la supply. Là c'est quand même abusé parce qu'on voit que le top 10 ils ont 90%. Oh là là, hein, comment ils font pour avoir plus de 100% des liquidités? D'ailleurs il y a que 58 adresses visiblement sur Liquid Driver sur la BNB Chain. Il y a peut-être des adresses de contrat dans le lot, mais quand même, c'est pas très réparti ça. Yield Robot, je l'avais ouvert, on va voir, est-ce que... Mais c'est magnifique. Bon, bah... À partir du moment où vous n'accédez même pas au site, il n'y a pas besoin de se poser de questions, c'est que c'est une arnaque. La dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne, et c'est sur le MetaDex Aggregator de DeFi Llama. C'est incroyable, il y a pas mal de blockchains qui sont compatibles, typiquement c'est toutes les blockchains qu'on va retrouver sur OpenOcean, 1inch et compagnie, et c'est un agrégateur d'agrégateurs, ça c'est pas mal. Comme je dis dans ma vidéo, au début on avait PancakeSwap, ensuite on a eu 1inch. 1inch c'est un agrégateur de tous les trucs comme PancakeSwap, et maintenant on a des agrégateurs d'agrégateurs. Ça va comparer 1inch, Paraswap en même temps, enfin c'est assez ouf, ça marche plutôt bien. C'est assez rare, j'ai eu 2-3 exemples pour l'instant, je l'ai utilisé pas mal de fois, je dirais que je l'ai utilisé une bonne vingtaine de fois déjà. J'ai eu peut-être 2-3 fois où soit 1inch, c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps, c'était le meilleur, soit il y avait un petit écart avec 1inch. Bref, en tout cas ça marche vachement bien, diablement bien. Il y a PikaVault aussi dont je voulais reparler plutôt parce que pour les OG qui ont suivi tous les lives, j'en ai déjà parlé de PikaVault. En gros, c'est une plateforme où vous allez pouvoir faire du trading avec levier et vous avez un vault qui vous permet de déposer des USDC et d'avoir des intérêts dessus. Donc les traders qui vont utiliser Pika, quand ils vont être rentables, ils vont gagner des USDC qui vont provenir de ce vault, mais si ils sont en perte, les traders, eh ben, les gens dans le vault vont gagner des USDC. Il y a les frais aussi qui sont générés par Pika, il y en a une partie qui sont convertis en USDC, qui sont donnés aux gens qui déposent dans le vault, et globalement, depuis que je suis sur Pika, les traders ont plus perdu qu'ils ont gagné. Déjà, ça en dit long sur le trading, mais bon, je pose ça juste ici. Vous en faites ce que vous voulez, mais faites l'expérience. Mettez genre 10 balles sur Pika pendant 3-4 mois, 1 an. Si vous voulez vraiment faire une expérience assez longue, il y a de grandes chances que vous soyez, que vous ayez plus au bout de plusieurs mois.
Parce que forcément, si vous arrivez pile au moment où les traders vont être profitables, bah vous allez perdre à ce moment-là. Mais si vous restez pas mal de temps, ça va s'équilibrer, croyez-moi. Après, c'est pas magique non plus, hein. Et peut y avoir des failles de smart contract, peut y avoir un hack à tout moment. Mais franchement, ça marche plutôt bien. On est sur Uniswap. C'est magnifique, on vient tout juste d'arriver sur le protocole et sur Uniswap, comme sur tous les projets, on peut déposer des liquidités. La particularité d'Uniswap V3, c'est qu'on a des pools qui sont dynamiques. Donc ça complexifie évidemment l'ajout de liquidité, ça rend vraiment la chose beaucoup plus compliquée, mais il y a des stratégies beaucoup plus poussées qu'on peut faire et c'est aussi beaucoup plus optimal pour certaines pools de liquidité, notamment les paliers de frais. Alors là je vais prendre un exemple, Matic USDC, cet exemple il m'arrange bien parce que le Matic il vaut quasiment $1, donc ça va être plutôt pratique pour faire des calculs. Donc généralement on a les paliers de frais de 0,01% et 0,05% qui sont majoritairement sur des pools de stablecoin. Pourquoi sur ces pools là? Parce qu'il y a moins de frais à chaque échange et ça permet du coup d'avoir un meilleur retour quand on échange un stablecoin contre un autre. On a déjà ça sur Curve et sur d'autres projets, 0,3% qu'on retrouvait sur Uniswap V2, qu'on retrouve partout sur la DeFi quasiment, ou en tout cas c'est assez proche de ce pourcentage là, ça peut être 0,25 parfois, peu importe. Et il y a aussi 1%, alors comme ils disent, idéal pour les paires exotiques. Ouais, généralement c'est sur les altcoins qui ont très peu de capitalisation, j'ai toujours du mal avec ce mot, pour les petits altcoins hein, globalement, on va mettre plus de frais parce que comme il y a moins d'échanges, les gens qui apportent des liquidités vont pouvoir récupérer un peu plus d'argent en apportant des liquidités en mettant plus de frais. Donc on va surtout se concentrer pour l'instant sur les 0,3% parce que c'est là qu'on va pouvoir faire le plus de stratégies. Il y a pas mal de choses intéressantes qu'on peut faire. Du coup je vous conseille pas de faire des stratégies avec les stablecoins par rapport à ce que je vais vous raconter. C'est vraiment pour acheter une crypto ou vendre une crypto à la hausse, à la baisse, vous allez voir. Pas mal de choses à faire. Donc déjà il faut choisir la range, donc la fourchette de prix qu'on veut sélectionner. Quand on se met sur une paire avec un stablecoin, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc je vous conseille d'abord de faire ça pour saisir un peu le mécanisme. Hein. Typiquement, ceux qui étaient là un peu plus tôt sur live, vous savez très bien que je le connais sur le bout des doigts le mécanisme. Hein. Bref, donc voilà. Matic USDC, très bon exemple pour l'instant parce que le Matic en plus il est à $1, c'est génial. $1 c'est facile comme chiffre. 1 x 2, 2, 1 x 3, 3. Très facile, magnifique. On peut choisir aussi la range complète, donc du prix minimum, $0 hein, généralement, à un prix infini, ou des fois il nous met un prix fixe, mais on peut avoir un prix infini. Hein. Les positions de gamme complètes peuvent rapporter moins de frais. Oui, je sais que ça rapporte moins de frais, mais on peut mettre un prix abusé. Hein. Voilà, je peux aller jusqu'à $500, je peux aller j'ai mis les chiffres du mauvais côté de la virgule, je peux aller jusqu'à 5 millions de $, pas sûr que le Matic vale ce prix-là un jour, on peut aller vraiment jusqu'où on veut. Le souci c'est que plus vous avez une range qui est vaste, moins vous allez avoir de frais. Plus vous allez avoir une range qui est concentrée, plus vous allez avoir de frais. Vous allez être, entre guillemets, prioritaire sur les échanges de crypto. Plus vous allez rapprocher la fourchette de prix en bas, plus vous allez devoir mettre de Matic. Plus vous allez rapprocher la fourchette du haut, plus vous allez devoir mettre du SDC. C'est logique parce que si la fourchette du haut vous la baissez, ça veut dire que vous allez privilégier d'échanger du Matic à un prix plus faible. En choisissant les fourchettes de prix, vous voyez qu'on peut se mettre en dessous du prix actuel du Matic ou on peut se mettre au-dessus du prix du Matic. Et vous voyez aussi qu'il y a une petite particularité, c'est que si je me mets au-dessus du prix du Matic, je peux apporter que du Matic. Si je me mets en dessous, je peux apporter que de l'USDC. C'est normal d'apporter qu'une seule crypto parce que comme vous n'êtes pas sur le prix actuel auquel s'échange le Matic, il n'y aura pas de frais, vous n'êtes pas dans la fourchette, vous n'allez pas prêter vos liquidités. Le Matic s'échange à $1, si vous êtes entre 50 centimes et 80 centimes, il n'y a pas de transfert de Matic et d'USDC. Alors pourquoi vous ajoutez que de l'USDC quand vous êtes en dessous? One eternity later. Même si vous me disiez que vous avez compris et tout, j'ai trop ce côté perfectionniste et genre, depuis tout à l'heure je me rate. Je peux pas. Genre vraiment, je peux pas. Vous savez quoi, ça me donne encore plus envie d'en parler la semaine prochaine, de préparer encore plus le truc. Je passerai genre 20 heures s'il le faut. C'est pas grave. La notion de base là qu'il va falloir retenir, c'est que si on se met en dessous et qu'on apporte que de l'USDC, on va pouvoir en gros acheter du Matic à ce moment-là. Alors c'est hypothétique parce que si le Matic il descend jamais entre 50 centimes et 80 centimes, vous allez jamais pouvoir échanger vos USDC contre du Matic. Si le Matic descend dans cette range, en fait, bah
vos USDC, ils vont être apportés à la liquidité et ils vont pouvoir être échangés contre du Matic. Et ça va vous permettre d'acheter entre guillemets du Matic dans cette range. L'avantage en plus de faire ça, c'est que vous allez au passage récupérer des frais en USDC et en Matic. Plus le prix du Matic va rester dans cette range, plus vous allez récupérer des frais. Évidemment, vaut mieux mettre une range assez serrée. Comme ça, ça vous fait accumuler du Matic d'un coup. On va garder cette range de 50 centimes, 80 centimes. En fait, là, le Matic, il a 1 dollar. S'il descend à 70 centimes, par exemple, vous allez avoir une partie de vos USDC qui vont être convertis en Matic. En fait, ça va acheter progressivement du Matic. Et si ensuite il descend à 60 centimes, vous aurez encore moins d'USDC et encore plus de Matic dans votre position. Voilà, ça va vous faire acheter progressivement du Matic. Mais si le Matic il est à 60 centimes, que vous touchez rien et qu'il remonte à 70 centimes, ça va s'inverser en fait. Vous allez perdre. Vous allez avoir moins de Matic sur votre position et plus d'USDC. Du coup, la strat, en fait, ça va être de mettre une fenêtre, une zone vraiment précise. Alors, pas non plus de timer un bottom ou quoi que ce soit, mais de vous dire, à partir de ce prix-là, ça me tente bien d'acheter du Matic. Par exemple, entre 50 et 60 centimes. Je n'en sais rien, je vous dis vraiment un chiffre au pif. Vous en faites ce que vous voulez. Et si Matic, il descend dans ce prix-là, s'il descend en dessous, c'est pas grave. S'il descend en dessous, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre position, elle va totalement changer. Si Matic il descend en dessous des 50 centimes, petit à petit, je vous ai dit, à 70 centimes, il y en aura une partie qui va être convertie, des USDC qui vont passer en Matic, à 60 centimes encore plus. Et en fait, s'il descend en dessous de votre fourchette, vous aurez plus que du Matic. Alors là, faut faire des simulations, je sais, faut voir aussi avec les frais que vous allez récupérer, mais je pense qu'en moyenne, c'est comme si vous aviez acheté du Matic entre 50 centimes et 80 centimes dans mon exemple, donc autour de 65 centimes en moyenne. Voilà, donc c'est vraiment l'inverse dans l'autre sens. Là, vous allez déposer que du Matic. Voilà, disons que vous avez acheté, on va partir sur 100 Matic, pas 1000, 100, c'est très bien déjà. 100 Matic, vous les achetez maintenant à 1 dollar et vous vous dites, entre 2 et 3 dollars, c'est déjà un bon prix où j'aimerais les vendre. Ah oui, les techniques pour long sur Balancer. Alors, généralement, moi je vais me mettre sur des pools avec des stablecoins, mais vous pouvez faire ça entre deux cryptos. Parce que le principe de base, ça va être de prendre une crypto qui va surperformer une autre crypto. Et c'est facile en fait de savoir si une crypto va surperformer un stablecoin, vu que le stablecoin, son but c'est de rester à 1 dollar. On va prendre plutôt la pool USDC Ethereum pour commencer, même s'il n'y a pas beaucoup de liquidité ou quoi que ce soit. Ce sera plus simple au début. Mais on peut choisir ce qu'on met. Et ça c'est très pratique parce que si on met que des USDC, typiquement, et que le prix de l'Ethereum augmente, on va pouvoir surfer avec les impermanent loss. Ça, j'en ai déjà pas mal parlé aussi de cette stratégie, mais elle a vachement bien fonctionné récemment, vu qu'on a eu un rallye un petit peu haussier sur l'écosystème crypto globalement. Et si vous déposez des USDC et que le prix de l'Ethereum augmente, c'est comme si vous aviez un long, entre guillemets, sur Ethereum, mais un long avec un levier x 0,5. Donc ça veut dire que vous allez avoir plus de gains, mais aussi moins de pertes, entre guillemets, si le scénario que vous envisagez ne se passe pas et que le prix de l'Ethereum baisse. À côté de ça, vous pouvez même récupérer des récompenses, parce qu'il y a des pools sur Balancer qui vous rapportent des intérêts. Généralement, c'est dans le token Balancer. Vous voyez, on a Bitcoin, USDC, Ethereum, 4,2%. Vous avez la moitié des intérêts en Balancer. Il peut y avoir un intérêt à faire ça, mais généralement, la stratégie que je vais vous proposer où on long la DeFi, on s'en fiche un petit peu des intérêts qu'il y a au-dessus. Enfin, pour l'instant. C'est pour ça que j'étais sur la pool USDC ETH, il n'y a pas d'intérêt bonus. C'est pur impermanent loss qu'on va surfer ici. Donc le principe est simple, vous déposez des USDC, si le TH augmente, vous avez plus d'USDC. Si vous pensez que ça va latéraliser aussi, typiquement que Bitcoin, Ethereum, la plupart des cryptos ne vont pas trop bouger, vous pouvez aussi vous exposer à ce genre de pool de liquidité. Alors là, c'est pas un bon exemple, mais il arrive des fois que des pools USDC, Bitcoin ou USDC, Bitcoin, Ethereum rapportent plus que des pools avec des stablecoins. On a des pools avec des stablecoins, mais elles rapportent pas grand chose. Vous voyez que là on a 0,19% d'intérêt. On a cette pool où il y a 1,43% d'intérêt en CRV et 1% de swap fees. Donc c'est pas beaucoup en termes d'intérêt. Et là on a une pool où on a USDT, Bitcoin, Ethereum, 10% d'intérêt si on compile le tout. C'est quand même nettement plus intéressant. À prendre avec des pincettes, évidemment, parce que là c'est juste l'exemple de curve. Mais si on va voir en dehors de curve, oui on peut trouver plus de 10% sur des pools de stablecoin. Très facilement, mais si vous voulez vraiment rester sur des protocoles très safe entre guillemets, ou typiquement si vous voulez vous exposer à un protocole en particulier, si c'est un gros protocole qui existe depuis longtemps, généralement il y aura des intérêts plus élevés sur des pools plus risqués. Au top du bull run sur Ethereum, on était à 4800 $. Alors imaginons que vous étiez rentré dans la pool de Balancer
avec un Ether à 4000 $. Voilà, magnifique, votre Ethereum il est à 4000 $. Vous mettez de l'Ethereum dans la pool Ether USDC parce que vous pensez que ça va aller encore plus haut. Catastrophe, ça ne va pas plus haut. Le prix de l'Ethereum descend, et en fait, plus il descend, plus vous allez accumuler d'Ethereum. C'est-à-dire que si vous êtes rentré avec un Ether à 4000, vous allez peut-être ressortir avec 1,8 Ether à 2000 $. Alors, 1,8 Ether à 2000 $, ça fait 3600 $. Vous avez perdu 400 $ dans le coup. Mais évidemment, ça c'est à cause des impermanent loss. C'est normal que vous perdiez. On va pas rentrer dans les calculs de pourquoi vous perdez des sous. C'est parce qu'on se réfère en dollars. Si on se réfère en Ethereum, vous avez gagné 0,8 Ethereum. Donc ça peut être un intérêt. Vous pouvez long comme ça. Après, moi je vous conseille pas de long comme ça quand on est sur un top de marché justement. Mais quand vous trouvez qu'on a un prix qui est déjà élevé, mais qui peut aller encore plus haut, là ça marche en fait. Vous allez pouvoir vendre vos Ethereum. En fait c'est dans le cas où vous êtes déjà en gain sur une crypto, peut-être un x2, x3, peut-être un plus 50%, et vous estimez que c'est le moment de commencer à prendre des profits, mais que vous n'arrivez pas psychologiquement à prendre des profits. Je l'ai vu passer sur Twitter, il y a un Monero Market. On peut acheter des trucs directement en Monero, c'est une sorte de eBay si vous voulez, ou Le Bon Coin, avec du Monero. Voilà, donc vous pouvez acheter plein de choses en Monero directement. Alors là, il y a un appareil photo, visiblement, il y a des catégories, on peut acheter des casquettes en Monero. C'est expédié d'un petit peu partout, il y a des gens qui sont aux États-Unis, il y a des gens qui sont en Allemagne, vous pouvez vous acheter des dessins, enfin, il y a pas mal de trucs qu'on peut s'acheter. Il y avait une Nintendo 64 aussi. Pour rappel, hein, la force du Monero, c'est que c'est une crypto privée. Hein, les transactions sont anonymes, donc on ne peut pas, sur le papier, retracer vos transactions. Donc vous pouvez acheter plein de trucs avec du Monero, et maintenant vous pouvez même acheter de la bouffe. Il y avait de la bouffe aussi, mais je trouvais ça assez marrant. Je sais pas si ça va trouver son public, honnêtement, mais j'ai vu le truc et j'avais envie d'en parler. Je me suis dit pourquoi ça existe. J'espère que la rediff vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.